Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'ai exactement les mêmes vêtements qu'hier. Ce sera pareil pour la vidéo demain. Ah là là, la propreté, c'est plus ce que c'était. Hier, on avait vu un petit peu la bourgeoisie qui tombe de haut quand elle découvre que vous avez des candidats du Rassemblement national, parti islamophobe, raciste et antisémite, tenir des propos racistes, antisémites et islamophobes. Bon voilà, ils tombent un petit peu de haut. Aujourd'hui, on va repartir sur une de leurs grandes maraudes. C'est très important d'en reparler. L'immigration. L'immigration, ils n'ont que ça à la bouche, même quand ça n'est pas le sujet. Vous avez un petit extrait d'une interview qui est passée sur France 3 à Bourgogne. Vous avez une députée, je crois, de la première circonscription de Dijon, si mes souvenirs sont bons, j'ai vu la vidéo ce matin, on va la revoir ensemble dans un instant, qui ne peut pas s'empêcher de tout ramener au problème d'immigration, et c'est intéressant, parce que je sais que c'est un argument qui est récurrent, qui revient fréquemment, et on va en reparler ensemble. On avait beaucoup parlé avec Paduring, vous pourrez revoir du coup cette vidéo, puis vous avez toutes les sources qu'on avait utilisées avec Paduring dans la description de sa vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, d'aller voir un petit peu ce qu'il en est, de vérifier mes affirmations, parce que c'est important que vous puissiez vérifier ce type d'affirmation. N'hésitez pas à le faire. Donc je vous retrouve juste la vidéo pour pouvoir la mettre en description. Et je la retrouve pas, mais on va la retrouver dans un instant. De toute façon, elle sera dans la description de cette vidéo si nécessaire. Allez, donc, qu'est-ce que cette députée de Côte d'Or a à nous dire ? Corny, vos propositions sur le pouvoir d'achat, par exemple la baisse de la TVA sur certains produits liés à l'énergie, elle est non financée ? Donc voilà, première question, elle est intéressante. Vous savez que le programme économique de la LFI, il a été rédigé avec des économistes de gauche, bien évidemment, et puis il a été validé. Il a été validé par des personnes comme Thomas Piketty, comme Julia Cagé, comme Esther Duflo, prix Nobel d'économie, s'il vous plaît. Et donc la façon dont ils proposent de financer du coup leur programme économique, elle passe par aller récupérer de l'argent que les ultra-riches ont en France, entre autres, mais pas que. Ça fait partie des solutions qu'ils proposent. De réenvisager une tarification de participation à l'impôt qui serait beaucoup plus tolérante avec les bas salaires et puis de plus en plus stricte en fonction des revenus que vous allez avoir. Vous êtes taxé de façon assez importante quand vous dépassez un seuil. Par exemple, si je sais pas, si vous gagnez plus de 60 000 euros par mois, par exemple, vous seriez taxé à 95%, non pas sur les 60 000 euros, bien évidemment, mais sur ce qui dépasse 50 000 euros, par exemple. Ce programme a été validé par des économistes et le programme du RN, c'est ce que tout le monde a dit, c'est un programme un peu fantoche. Ils disent oui, il faut faire ceci, il faut faire cela, puis il y a beaucoup de personnes qui disent mais comment ? Vous n'expliquez pas dans votre programme comment vous escomptez récupérer de l'argent pour pouvoir financer les mesures que vous proposez. Voilà donc la réponse de cette députée de Côte d'Or. De toute façon, l'argent, on va en trouver. Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. Donc en baissant l'immigration, elle peut pas s'empêcher. Donc, la balance économique de l'immigration en France, en 2022, elle est positive. L'immigration nous a rapporté 0,5% de notre PIB. Pendant le Covid, la balance de l'immigration économique, toujours l'immigration, était négative. On était à moins 1,2% de notre PIB. Ça veut dire quoi ? Si on reprend sur ces 20 dernières années, la balance de l'immigration varie entre moins 1% de notre PIB, c'est-à-dire que chaque année, l'immigration nous coûte 1% de notre PIB, jusqu'à plus 1,5%, voire 2% dans des années exceptionnelles. C'est-à-dire que dans certaines années, l'immigration nous rapporte 1,5% à 2% de notre PIB. L'immigration, bien sûr, nous rapporte de l'argent, oui, petit safran. Elle a quoi en tête ? Elle a en tête les prestations sociales, bien évidemment. Sauf que ce qu'elle ignore, j'imagine qu'elle l'ignore, c'est que la grande majorité des prestations sociales, elles sont conditionnées. Elles sont conditionnées à quoi ? Elles sont conditionnées au fait d'avoir un salaire. Et lorsque vous avez un salaire, du coup, vous participez à créer de la richesse, entre guillemets, intérieure, telle que la richesse est définie aujourd'hui par notre système libéral. Et donc, en fait, si demain, vous interdisez l'accès à tous les immigrés en France, vous allez perdre un petit peu d'argent. Grosso modo, sur les 20 dernières années, si on prend les chiffres, grosso modo, la balance économique de l'immigration, elle est tout à fait neutre. Elle est très légèrement en faveur, c'est-à-dire qu'elle nous rapporte un tout petit peu d'argent, mais globalement, elle est neutre. L'immigration ne nous coûte pas d'argent. Vous n'allez pas pouvoir récupérer de l'argent en contrôlant l'immigration. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible parce que l'immigration ne nous coûte pas d'argent. Sachez que le principal facteur, il y en a d'autres, c'est un petit peu compliqué, mais le principal facteur qui fait que l'immigration, certaines années, va nous coûter 1% de notre PIB, vont nous rapporter 1% de notre PIB, sont les crises économiques, en particulier le chômage. Si vous réduisez le chômage, l'immigration nous rapporte de l'argent. Si le chômage augmente, l'immigration nous coûte un petit peu d'argent. Un petit peu, 1% de notre PIB maximum. On va réduire totalement. C'est-à-dire par exemple, ça ne sera plus permis de rentrer sur le territoire, comme c'est actuellement le cas. Et donc, en termes de pouvoir d'achat ? Je ne comprends pas. Si vous défendez l'espace de Schengen, vous ne pouvez pas dire derrière on ne pourra plus rentrer sur le territoire.
les terroristes du Bataclan, ils sont passés, ils ont transité par les Pays-Bas, par la Belgique, par la frontière franco-belge. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'on ne veut plus qu'il y ait d'immigrés qui arrivent en France. Et par immigrés, ils n'entendent pas évidemment les immigrés d'Europe de l'Est parce qu'ils sont blancs, qu'ils ont les yeux bleus, ni évidemment les immigrés qui viendraient des pays nordiques. On n'en a pas énormément. Ils parlent évidemment de l'immigration d'origine maghrébine, africaine, etc. On a très bien compris ce qu'ils voulaient dire. Donc ils veulent sélectionner finalement l'immigration. La question de l'immigration est une question que moi j'accepte d'aborder, bien évidemment. Mais le problème, c'est que la façon dont je vais l'aborder va pas plaire à ces types de politiques-là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est dans une telle crise de logement telle qu'on est actuellement, l'augmentation de la pression démographique est une question. Mais pour moi, l'une des solutions, en fait, c'est simplement de récupérer des immeubles, je ne sais pas combien d'appartements qui sont complètement privatisés, louer une fortune pour que des investisseurs immobiliers fassent de l'argent et spéculent sur le fait que des gens puissent se loger, ça ne va pas leur plaire évidemment comme solution. Bref. Qu'est-ce que ça génère comme économie? Est-ce que vous l'avez quantifié? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les mécanismes? De toute façon, on a plein de propositions pour justement ramener de l'argent, je vous dis en immigration, que ça soit aussi... Du coup, cette proposition n'est pas bonne. Et ça, c'est une base en économie. Enfin, je veux dire, Paduring et moi, ça nous a trouvé à 2 heures pour trouver ces rapports-là, produits par l'OCDE. L'OCDE, c'est pas un truc d'islamo-gauche, c'est loin de là, des ultra-libéraux. Et voilà, c'est des trucs qui nous a pris quoi, 1 ou 2 heures à trouver avec Padu. J'ai tombé dessus assez rapidement. J'avais tapé coût économique de l'immigration, j'étais tombé sur les rapports de l'OCDE qui sont très indigestes. C'est très dense, voilà, ça évalue ça pays par pays de l'Union européenne, des pays de l'Union de l'OCDE par exemple. Excusez-moi. Et donc, voilà, déjà cette mesure ne va pas vous rapporter d'argent, c'est même plutôt le contraire, ça va nous en faire perdre un petit peu. Si les cartes vitales, il y a beaucoup de fraude à la carte vitale, donc on a plein de... La fraude aux prestations sociales existe, et la fraude à la prestation sociale est évidemment profondément anormale. Il faut lutter contre la fraude aux prestations sociales. C'est de l'argent qu'on a mis en commun pour les personnes les plus fragiles, les plus faibles dans la société. Et ce sont ces personnes-là qui devraient utiliser du coup cet argent-là. Moi, j'aimerais qu'on rajoute même parmi ces personnes à protéger les femmes en situation de détresse quand elles ont subi de la violence conjugale, qu'elles quittent le foyer, par exemple. J'aimerais voilà, qu'il y ait beaucoup plus de fonds qui soient alloués à ça. Donc bien sûr qu'il faut aller lutter contre ça. Nous, ce qu'on dit à gauche, c'est pas du tout qu'il faut pas lutter contre la fraude à la prestation sociale. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut aller récupérer l'argent principalement là où il est, et il y a des solutions pour récupérer l'argent là où il est. Simplement, demander à ce que les milliardaires respectent la loi et payent leurs impôts comme n'importe quel autre citoyen. Je veux dire, si nous, on arrive à payer nos impôts, les milliardaires doivent pouvoir payer leurs impôts. Les transactions économiques échappent à l'impôt, les transactions boursières. Et nous, on leur dit, mais allez faire une taxation des transactions boursières. Même si vous ne taxez que 1% des transactions boursières, vous récupérez plusieurs milliards annuellement. Et donc, voilà des solutions concrètes. L'immigration n'est pas une solution qui va permettre de ramener de l'argent. De propositions comme ça, chiffrées, là, je ne pourrais pas vous faire un global, mais nous avons plein de points pour justement baisser, redonner du pouvoir d'achat aux Français, tout en ramenant de l'argent à l'État. Puisque là, les Français ne peuvent plus boucler les fins de mois. Le 10-15, il n'y a plus rien sur les comptes. Donc il est grand temps de penser à eux, de leur donner une bouffée d'oxygène. Et nos propositions sont en faveur justement des ménages français qui vont retrouver du pouvoir d'achat. Et Céline ? D'accord. Alors l'objectif de l'État, c'est pas de s'enrichir. Moi, je veux bien faire un pas vers elle quand elle dit il faut agir pour le pouvoir d'achat et enrichir l'État en même temps. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que notre note économique, notre système qui est fait comme ça, moi ça me désole, ne soit pas dégradé pour que les intérêts de la dette ne nous coulent pas. On a à peine de quoi rembourser les intérêts de notre dette. Donc évidemment qu'il faut trouver une solution pour que la balance économique française soit suffisamment rassurante pour que pour qu'on ne rentre pas dans une période d'austérité. En revanche, à titre personnel, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est pas du tout si l'État français va être capable de pouvoir rembourser les intérêts de la dette. Ce qui m'inquiète, c'est de voir la dégradation de mes services publics, par exemple. C'est de me dire que dans certains hôpitaux, y compris là où j'habite, vous allez attendre 4-5 heures dans une salle d'attente. Si jamais c'était urgent, vous avez un risque. L'éducation nationale est complètement dévoyée, c'est le moins qu'on puisse dire, que ce soit des profs de maternelle, de primaire, dans le secondaire, etc. Au profit évidemment des écoles, des collèges, des lycées privés qui ouvrent. Et puis on connaît les risques de ça, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur le désastre des programmes qui sont proposés. Ce qui m'inquiète évidemment, c'est que la justice ne soit pas pourvue de suffisamment de moyens pour pouvoir travailler correctement. Il n'y a pas assez de personnes qui surveillent les bracelets électroniques, donc ces mesures sont majoritairement inefficaces. Moi, la première des choses que j'ai envie de dire, c'est que l'État doit beaucoup plus investir, au contraire, dans ses services publics, doit pouvoir nous protéger. Et c'est pareil pour toutes les institutions qu'on peut avoir en tête, les institutions publiques. Et en fait, je trouve ça très contradictoire et du coup extrêmement démagogue de dire on veut que l'argent gagne de l'État et puis on veut que les ménages récupèrent de l'argent. En fait, il va falloir prendre une décision. Il va falloir décider à un moment donné de comment on oriente sa politique. Est-ce qu'on oriente sa politique vers le peuple et on accepte que l'État, je sais pas, soit dépensier pour protéger les services publics et on va récupérer l'argent réellement là où on doit le récupérer, c'est-à-dire pas l'immigration. On va récupérer de l'argent, je sais pas, dans les poches des gens qui ont de l'argent. Enfin, je veux dire, tout simplement.
Soit on sort des discours démagos et puis vous dites non mais en fait on n'a pas de programme, on veut juste lutter contre les Arabes. Pour le Rassemblement national, sur cette question du pouvoir d'achat, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend beaucoup dans la bouche des électeurs du Rassemblement national. On l'entend beaucoup, ça veut dire qu'il y a une très forte attente sur ce point de votre programme. Le risque, c'est si vous n'allez pas rapidement et si vous n'obtenez pas rapidement des résultats, si vous obtenez la majorité absolue à l'Assemblée nationale dimanche, c'est de décevoir et de créer une très forte frustration. Oui, mais pourquoi nous n'y arriverions pas? Bon, alors vous n'y arriverez pas parce que si vous pensez que c'est en réduisant l'immigration que vous allez gagner de l'argent, vous n'y arriverez pas parce que vous n'allez pas récupérer d'argent. La question de la journaliste, elle est assez orientée. On a l'impression d'entendre la stratégie d'Emmanuel Macron qui dit en fait il vaut mieux le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, montrer qu'ils sont inefficaces, un Premier ministre du Rassemblement national pour montrer qu'ils sont inefficaces et les affaiblir dans 3 ans. C'est du calcul politicien, du machiavélisme, sauf que Machiavel arrive à ses fins. C'est vraiment d'une immense naïveté de penser que si on donne la majorité des pouvoirs législatifs aux mains du Rassemblement national, ils ne feront pas tout pour tordre notre constitution, pour trouver un moyen de rester élus. Il y a plein de choses qui sont faisables. En plus, il y a plein de choses. Moi, je vous invite à vous intéresser aux exemples italiens, par exemple, aux exemples en Pologne, en République tchèque, pour voir comment en fait ils font pour rester au pouvoir depuis autant d'années. Évidemment, la disparition du service public fait partie de ces choses-là, mais pas que. Il est possible de modifier petit à petit des éléments de notre constitution pour expliquer que le parti qui est arrivé en tête à l'Assemblée nationale peut bénéficier, je ne sais pas, d'un tiers des sièges à la fois suivante, etc. Pour n'avoir plus que 15-20% de leurs élus à faire élire pour avoir une majorité, etc. On s'y attend en fait, on sait que c'est comme ça que ça va fonctionner, on sait qu'il est dur de reprendre le pouvoir au Rassemblement national. Et il ne va pas simplement suffire de décevoir, parce que si les gens votaient en fonction des compétences des élus du Rassemblement national, ils verraient bien en fait le nombre d'emplois fictifs qu'il y a eu à l'Assemblée nationale ces dernières années, ils verraient bien qu'ils ont ruiné les mairies qu'ils ont dirigées. Donc moi je ne comprends pas trop ce type de questions. Je pense que se dire on verra bien, ils vont se planter et ça va les affaiblir, je pense que c'est une énorme erreur. Une énorme erreur. Ils continueront à jouer avec les affects des gens et c'est les affects qui vont continuer à les faire élire encore et encore. J'ai toute confiance en Jordan Bardella. Avec toutes ces propositions, nous allons réussir. Nous allons prendre le pouvoir et nous allons réussir le challenge. Sur le pouvoir d'achat, on n'a pas encore entendu. Bon bref, voilà, sans proposer de solution concrète. Donc voilà, s'attaquer à l'immigration économiquement n'a strictement aucun intérêt. Strictement aucun intérêt, vraiment. Donc voilà, faites attention à ces discours-là, c'est quand même assez agaçant. Allez vérifier les propos que je vous tiens sur la balance économique de l'immigration. Allez voir les rapports de l'OCDE et vous verrez que c'est ce que je vous dis est parfaitement juste et documenté. Donc bref, prenez soin de vous. On se retrouve demain pour un dernier épisode avant les élections. Je pense pas qu'il y aura d'épisode dimanche. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'en tourner là. Des choses importantes dont je dois m'occuper. En attendant, voilà, prenez soin de vous, on est ensemble. Et puis voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Salut les amis.